Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. Un CDI, on n'en veut pas. Une alternance, pourquoi pas, mais l'école, on la paye pas. Et un CDD, ok, mais en TT. Voilà l'image que l'on se fait de plus en plus des jeunes et de leur rapport au monde du travail. Alors, est-ce que les jeunes ont encore envie de travailler? Entre le télétravail, la semaine de 4 jours, vous allez le voir, c'est pas gagné. On partira ensuite du côté d'une très belle association. Elle s'appelle Partage, elle fête ses 50 ans et elle vient en aide aux enfants partout dans le monde. Sa directrice générale viendra nous présenter un petit peu tous les beaux projets qu'ils ont prévus pour ces 50 ans. Et puis, dans sa chronique, Guillaume Buan va nous emmener au Japon. Et figurez-vous que là-bas, eh bien, on apprend à sourire, puisqu'après des années confinées et masquées, on ne sait plus montrer ses dents. Il nous racontera tout ça, mais on le retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. On commence cette actu en bref avec un constat inquiétant. Selon Santé publique France, 1 enfant sur 10 souffre au moins d'un trouble de santé mentale. Et cela représente 13% des 6-11 ans interrogés. L'étude ENABI, initiée courant 2021 pour mieux connaître l'état physique des enfants français, a été menée auprès de plus de 15 000 enfants ainsi que des enseignants dans près de 400 écoles et sur près de 10 000 par an. Alors dans le détail, 5,6% des enfants présentent un trouble émotionnel probable, soit un trouble anxieux ou dépressif. 6,6% des enfants présentent un trouble oppositionnel probable, soit alors une humeur particulièrement colérique, un comportement querelleur ou encore provocateur. Enfin, 3,2% montrent un trouble persistant d'inattention ou d'hyperactivité. Tandis que les épreuves orales du baccalauréat se poursuivent, ce sont les collégiens d'élèves de 3e qui vont devoir affronter en métropole le brevet des collèges. Plus qu'une semaine de révision. Effectivement, et pour vous aider, vous qui nous regardez, à réviser, découvrez les sujets tombés à l'étranger, car les collégiens français scolarisés aux 4 coins du globe ont déjà planché sur le diplôme national du brevet. Alors pour cela, rendez-vous sur le site internet www.education.gouv.fr. Vous y retrouverez les sujets de français, de mathématiques, de langue vivante ou encore d'histoire, géographie. Rappelons que les épreuves en France vont se tenir lundi prochain avec le français en matinée, les maths l'après-midi et puis mardi prochain, rendez-vous avec l'histoire géo, les sciences, les langues vivantes. Alors bonne révision à près de 850 000 candidats. Et ben voilà, un sacré programme pour ces élèves du collège. On part du côté du Bourget où le Salon international de l'aéronautique et de l'espace s'est ouvert hier, alors avec des balais de Rafale, des F-16 et autres chasseurs, mais aussi beaucoup de nuisances sonores pour les écoliers. Et c'est le cas, par exemple, dans une commune limitrophe de ce salon du Bourget, à Duny. Et bien, face à ces spectacles aériens, la ville va offrir des vacances avant l'heure à ses élèves. On vous explique pourquoi. En fait, après les cours le matin, plus de 1600 élèves de la maternelle à la primaire bénéficient d'activités extrascolaires pour éloigner les enfants des nuisances sonores. Une opération qui est prévue chaque année. Elle est minutieusement préparée pour transporter d'ailleurs les élèves de 7 écoles de la ville. 35 cars qui sont mobilisés chaque jour avec un coût total de 350 000 € pour une semaine de sortie. Des 350 000 € qui sont subventionnés par l'organisateur du salon, mais aussi pris en charge par la commune. Allez, une autre ville où on parle beaucoup d'aéronautique, c'est Toulouse. Mais là, cette fois, eh bien, c'est une mobilisation de parents d'élèves contre une nouvelle fermeture de classe. C'est un peu un marronnier. Encore une, effectivement. Nous allons empêcher le directeur d'entrer à l'école. C'est l'action menée ce jour à l'école élémentaire Monge. Elle fait partie de ces établissements qui ont appris tardivement, au début du mois, qu'une classe allait fermer d'ici la rentrée. L'établissement accueille 135 élèves cette année, 137 en prévision pour l'année prochaine. Et pour l'association des parents d'élèves, fermer une classe va donc revenir à surcharger les autres niveaux. Selon leurs projections, avec ces 137 élèves à la rentrée, les CP et CE1 seraient à 24 élèves par classe, tandis que les CE2, CM1, CM2 se retrouveraient à 30 élèves par classe. Alors la décision sur la fermeture ou non de cette classe doit être entérinée lors du prochain conseil départemental de l'éducation nationale qui va se tenir ce jeudi. Allez, Parcoursup continue pour les élèves qui passent le bac cette année, mais pour ceux qui veulent entrer en master, c'est la toute nouvelle plateforme Mon Master qui fait beaucoup parler d'elle. Avec un nouveau couac, Mon Master, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle plateforme lancée sur Internet par le gouvernement en janvier dernier. Elle doit notamment permettre aux étudiants titulaires d'un diplôme Bac+3 de candidater à un master à la rentrée de septembre. Objectif pour le gouvernement, résorber les tensions entre l'offre
et la demande. Eh bien, dimanche matin, des milliers d'étudiants ont eu la surprise de recevoir un mail leur indiquant que la date d'annonce des résultats était avancée de 4 jours et devait donc tomber hier, alors que celle-ci est fixée à vendredi. L'éducation nationale a un petit peu désamorcé tout cela et a réagi en confirmant que oui, la date de phase d'admission première année au master aura bien lieu le 23 juin, donc ce vendredi. Elle a tout simplement évoqué une erreur humaine. Merci beaucoup Guillaume. Alors on va venir à ce débat sanglant parfois. Est-ce que les jeunes ont envie de travailler? Est-ce qu'ils ont envie du sacro-saint CDI ou au contraire, est-ce qu'ils préfèrent des modèles un peu innovants, télétravail, semaine de 4 jours et pourquoi pas aussi flex office, bref tous ces mots qui font rêver des jeunes, on en parle tout de suite dans notre question du jour. Alors pour démystifier un petit peu toutes ces questions et parler du travail chez les jeunes, j'ai le plaisir de recevoir Kezia Koyo, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante senior chez Plein Sens et puis en face de vous, nous sommes avec Thomas Laboré, bonjour. Bonjour Guillaume. Associé fondateur chez Blooming Partners. Thomas, je vais commencer par une première question pour lancer le débat. Est-ce que les jeunes ont encore envie de travailler aujourd'hui? Absolument. C'est pas du tout une question de quantité de travail. Le problème des jeunes, c'est une question de qualité de travail. Le Covid l'a parfaitement montré. Les gens des pays développés, et notamment les Français, ne sont ni des feignants, ni des incapables. Ils veulent bosser. Ce qu'ils veulent pas, c'est faire des trucs idiots, incompréhensibles, contradictoires, arbitraires. Voilà, ça ils veulent plus. Le Covid, justement, Kezia, ça a été une des clés puisque ça a été un moment de bouleversement sur le rapport au travail pour les jeunes. Oui, tout à fait. Pendant la période Covid, ça a été un moment de grand questionnement en fait pour la plupart des salariés qui ont été confinés, qui se sont posés des questions si leur travail était essentiel ou non, et en particulier les jeunes qui se sont d'autant plus questionnés sur le sens de leur travail. Donc je rejoins ce que vous dites sur la qualité du travail, et ça a accéléré un certain nombre d'évolutions qui étaient déjà en cours. Au regard du nouveau rapport au travail des jeunes, mais pas que. Notamment sur cette question du télétravail, puisque du jour au lendemain, on n'a plus pu aller au bureau et on s'est rendu compte que ce qui apparaissait comme un cadeau pour les employés était en fait une modalité normale de travail. Oui, tout à fait. Alors ça a été le moment d'un grand bouleversement. Outre la question d'essentiel ou non essentiel, d'un coup, on s'est retrouvé à travailler chez soi, une modalité de travail à laquelle les managers, les entreprises étaient plutôt réticentes en France. Et en fait, on se rend compte que ça marche pendant cette période-là. Et d'ailleurs, juste après, il n'y avait pas de retour en arrière possible pour les entreprises et il y a eu une augmentation, je crois, de plus de 173% du nombre d'accords télétravail négociés dans les entreprises. Donc oui, il y a un vrai avant-après. Donc ça a été un moment aussi, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler différemment et aussi mieux équilibrer vie professionnelle et vie privée. Il y a eu un sondage Opinionway pour le Parisien Économie et Indeed qui montrait que 28% des jeunes souhaitaient avoir cet équilibre entre vie professionnelle, vie privée. C'est ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est cette volonté de ne pas mettre le travail au premier plan, mais de l'avoir dans un équilibre global. Très fortement. La génération récente, la génération numérique, se dit j'appartiens à l'intersection de plein d'écosystèmes et ces écosystèmes méritent tous mon attention et le travail est une façon d'apprendre, d'interagir, de m'épanouir, c'est pas la seule. Quelle est sa juste place? Je veux pouvoir trouver sa juste place à ce moment de ma vie et la faire évoluer et qu'elle ne me soit pas imposée. Donc à nouveau, c'est pas une perte de la valeur travail qui est un non-sens, c'est le travail va avoir une place dans ma vie, toujours. Je veux pouvoir négocier avec le travail quelle place il a dans ma vie. On entend parfois aussi que cette jeune génération qui arrive sur le marché du travail, justement, elle est immanageable parce qu'elle demande trop de ce qui peut s'apparenter à de la liberté, parce qu'elle remet en question l'ordre de la hiérarchie. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi à travers les activités que vous avez, ou est-ce que là aussi c'est une idée un peu reçue sur le rapport des jeunes au travail? Elle est éminemment manageable. Encore faudrait-il qu'on se souvienne de ce que c'est que le management. On a beaucoup perdu de vue ce que c'est que le management parce qu'on en a fait un rôle de garde-chiourme. Le manager, c'est celui qui s'assure qu'on est conforme au process. Et c'est une grande souffrance pour les managers, d'ailleurs. On en parlait avec Kezia en coulisses, la population qui souffre le plus au travail en ce moment, de solitude, d'isolement, de non-formation, de non-accompagnement, de charge mentale, c'est la population de managers. Et donc, la population de managers qui arrive sur le marché du travail, les jeunes, en cherchant ce travail qui a un rôle évolutif dans leur vie, ils ont besoin donc d'interroger le rôle du travail, donc de tester, d'être en mode test and learn. Et il leur faut pour ça le retour d'expérience d'un manager qui dit moi quand j'avais ton âge, les circonstances étaient
personnalité différente, mon expérience c'est celle-là, qu'en penses-tu? Ils ont besoin de se forger les uns les autres. Donc ils ont besoin d'être managés. Ils attendent des mentors, des accompagnants, des coachs, des référents. Ils attendent ça, ils attendent des managers. C'est clair qu'ils n'attendent pas des gardes-chiourmes. Avec aussi ce phénomène, Kezia, qu'on observe de plus en plus, auquel on a trouvé un nom, c'est la grande démission, puisque ce qui caractérise peut-être cette génération plus que d'autres, c'est une forme d'infidélité professionnelle. Aujourd'hui, on ne se voit pas rentrer dans une entreprise pour les 40 prochaines années. Au contraire, on n'hésite pas à partir quand on le souhaite pour s'épanouir. Alors oui, alors ce phénomène de grande démission, je pense que c'est très important de le pointer parce que en réalité, ce qui s'est passé, alors il y a eu effectivement une augmentation significative du nombre de démissions. Je crois que c'était 520 000 par trimestre en 2021, ce qui est quand même pas anodin, mais qui, quand on le rapporte au nombre de salariés, finalement, on se rend compte que on dépasse pas non plus ce qui a pu avoir lieu en 2008 aussi, en termes de démission. Par ailleurs, et donc, en fait, ce que ça montre, c'est surtout une dynamique du marché du travail actuellement. En période de crise, il y a moins de démissions et en période de reprise d'activité, il y en a davantage. Et donc, après la période Covid, c'était tout à fait logique, avec cette telle embellie conjoncturelle qu'on a eue, qu'il y ait plus de démissions. Par contre, ce qui est intéressant là-dessus, c'est plutôt que ça montre qu'il y a eu un pouvoir, enfin le pouvoir de négociation est en faveur du salarié aujourd'hui, à l'entrée sur le marché du travail. Et donc, ça oblige les entreprises, les directions des ressources humaines à se questionner sur ce qui est important pour attirer les personnes qui peuvent, en effet, ont le choix et ont bien raison de faire jouer la concurrence. Cette grande démission, elle n'est pas à lire comme un refus de travailler de la part des jeunes. C'est vu comme une envie d'aller voir ailleurs, de mieux s'épanouir et de dire en fait, je ne suis pas prisonnier de mon travail. Il y a deux choses. Il y a un mouvement sociologique global qui est le rapport au moi versus l'autre. On n'est pas sur une génération qui est prête à se sacrifier. Donc, dans tous les engagements, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amicaux, c'est une génération qui se dit « tant que je sens que c'est sain et que ça apporte quelque chose à tout le monde, je suis prêt à y rester et à y donner beaucoup. Par contre, dès que j'ai l'impression qu'il y a une asymétrie, alors je m'en vais. » Et ça, c'est pas lié spécifiquement au travail. Et par ailleurs, il y a le phénomène que vous décriviez très bien tout à l'heure. On a expérimenté pendant la pandémie le fait de reprendre la main sur l'organisation des modalités quotidiennes de son travail, en l'occurrence sur le lieu du travail, puisqu'on nous a obligés à travailler de chez nous du jour au lendemain, pour des raisons évidentes de survie sanitaire. Et donc, les gens se sont dit à cette occasion-là, ben tiens, pourquoi je ferais cette réunion à ce moment-là ? Parce que c'est la réunion du mardi matin. Oui, mais moi, c'est le moment que je passe avec mes enfants. Et est-ce que le monde s'effondre si je le fais pas à ce moment-là ? Et finalement, le fait de dire, ben voilà, les digues commencent à se fissurer, toutes les choses qu'on fait parce qu'on nous a dit de les faire, dans l'organisation spatiale, temporelle, etc. du travail, est-ce que je peux pas essayer d'autres choses ? Et donc, ben voilà, le télétravail a fissuré ça, et maintenant les gens essayent d'autres choses. Alors justement, il y a une tendance sur TikTok qui va un peu à contre-courant de ce qu'on peut se dire sur le rapport des jeunes au monde du travail, puisque certains jeunes sont des vrais slashers, ils cumulent des années et des années de boulot différents. Je vous propose de découvrir l'une de ces internautes qui partage les différentes activités qu'elle a fait ces dernières années. Sport, je note les tâches que j'ai fait depuis l'été dernier. Tous les matins en te levant, Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon, Sorcière, l'âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon, gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin. Alors on le voit, caissière, commerciale, vacataire, vendeuse, à moins de 20 ans, elle cumule les activités. C'est preuve aussi que ce marché de l'emploi, ça reste une valeur sûre, quoi. On ne va pas avoir une génération de jeunes tanguis. Y a deux choses. Le slashing, c'est trendy, on le présente comme ça, mais c'est aussi le reflet d'une réalité économique. Les gens sont obligés de cumuler un certain nombre d'emplois, d'abord pour être employables, parce qu'à diplôme égal, on a beaucoup plus de difficultés à trouver du boulot qu'il y a 2 générations, et aussi parce qu'il faut bien vivre, et que cumuler les petits boulots, c'est une façon simplement de payer son loyer. Donc ça c'est des données macroéconomiques qu'il faut prendre en compte. Et par ailleurs, effectivement,
On est aussi en train de sortir du dogme qui est très français de tu as fait la bonne maternelle qui te permet d'aller dans la bonne communale, qui te permet d'aller dans le bon lycée, qui te permet de faire la bonne prépa, pour faire l'école nationale supérieure de Boulange qui te permet d'être boulanger. Et là, les gens se disent je vais essayer 15 000 petits boulots et je vais comme ça trouver ma voie. Mais je vais pas seulement trouver mon talent, je vais trouver aussi les modes de management qui me conviennent, les ambiances, les modes d'organisation, les façons de travailler qui me conviennent en testant beaucoup de manière un peu boulimique. Est-ce que, ou plutôt comment, Kezia, les entreprises doivent réagir à ces nouveaux défis, à ces nouveaux enjeux? Je suis manager, je vois débarquer dans mon équipe un millénial qui me dit demain j'ai envie de partir à 17h parce que il y a un tournoi de foot auquel je veux absolument assister, qui va demander à avoir du TT tous les vendredis parce que ça lui permet de partir plus tôt en week-end. Vous qui allez dans les entreprises, qui les rencontrez, qu'est-ce que vous conseillez aux managers? Oui, alors c'est un très bon point qui est soulevé ici. Les managers sont, en effet, lorsque j'interviens, en grande difficulté. Ils se retrouvent, en fait, démunis face au télétravail. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de ne pas avoir la main dessus. Et donc, dans les exemples donnés ici, on a bien, effectivement, des choses que j'ai pu entendre. J'étais niche, je dois aller récupérer ma fille, je dois ceci, je dois cela. Et ils disent, en fait, on ne peut pas revenir là-dessus. Alors, que faire face à ça? Quand j'interviens, quand on est avec les managers, ce qui fonctionne, c'est de recentrer aussi la discussion autour du travail, c'est-à-dire autour de ce qui réunit ce collectif. Parce que, comme vous le soulignez très bien tout à l'heure, il y a un vrai intérêt pour la qualité du travail. Et donc, pouvoir reparler de ça, c'est ce qui va permettre, effectivement, de chacun se responsabiliser aussi, effectivement, sur les équilibres, mais de part et d'autre, aussi bien de la part du manager, dans la souplesse permise par le télétravail, et aussi du point de vue des salariés, où, en fait, il faut pouvoir poursuivre, assurer la continuité de services et d'activités. Parce que ça revient finalement à se demander au fond à quoi sert l'entreprise. Enfin, c'est des questions un peu de fond. Qu'est-ce que c'est travailler? Est-ce que c'est effectivement pouvoir répondre en moins de 10 minutes à ses mails pour montrer qu'on est proactif? Ou est-ce que c'est avoir de vrais résultats? Donc ça demande des chantiers pour re-questionner le travail au sein de l'entreprise? Exactement. Exactement. Il faut pouvoir effectivement déjà rediscuter de la qualité du travail, de ce qui nous réunit, mais aussi là, c'est aussi la question du sens. La question du sens au travail, qui fait partie des nouvelles attentes. Il y a bien une évolution, effectivement, du rapport au travail avec des attentes plus qualitatives. On veut être bien, le bien-être au travail. On veut trouver du sens dans ce que l'on fait et on veut un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, il faut que les entreprises s'engagent sur ces chantiers. Elles le font. On a de plus en plus d'entreprises qui communiquent sur leur raison d'être, qui travaillent sur leur raison d'être, qui mettent en visibilité leur utilité sociale. Par contre, effectivement, aujourd'hui, les salariés ou les futurs recrutés regardent de près les actions qui suivent derrière ces engagements. Thomas, l'une des pistes qui est de plus en plus abordée et que vous connaissez bien pour des nouvelles modalités de travail qui correspondent aussi à toutes ces envies des jeunes et des moins jeunes, on y reviendra dans quelques instants, c'est cette fameuse semaine de 4 jours. Vous avez sorti un livre, la semaine de 4 jours sans perte de salaire, ça marche. C'est pas une utopie, ça peut fonctionner, on peut ne travailler que 4 jours par semaine et être aussi productif et ne pas effrayer les employeurs? On est plus productif. Il y a 5% des entreprises françaises pour lesquelles c'est déjà une réalité. Il y en a, on estime qu'à terme, 80% des salariés français pourraient être concernés. Donc oui, au début, quand on a vu le phénomène prendre de l'ampleur, on était assez réticents en y voyant là aussi une espèce de cautère sur la jambe de bois pour calmer les collaborateurs. Et en fait, en menant l'étude, on s'est aperçu que non, c'est probablement une significative révolution sociétale à venir. Et comment ça se met en place concrètement dans une entreprise, cette semaine de 4 jours? Ça va peut-être faire rêver les lycéens qui nous regardent, mais comment ça peut se mettre en place et qu'est-ce qu'on fait de ce 4e jour quand on est salarié? Alors c'est un cercle vertueux en 3 points qui repose sur le fait, en fait, très simplement de casser le bon vieux métro boulot dodo. Aujourd'hui, pendant 5 jours, on bosse comme des chiens en étant interrompus tout le temps, en recevant 15 000 mails auxquels il faut répondre parce que sinon on est déviant, etc. Et les 2 jours qui restent, on est flingué et on s'abrutit devant Netflix parce que de toute façon tout est fermé et on peut rien faire. Là, l'idée, c'est de sortir de ça et dire, écoutez, c'est très simple, vous allez tous avoir un jour ouvrable par semaine où vous êtes payé, mais vous travaillez pas. Pas du tout, vous n'êtes pas en télétravail, vous ne travaillez pas. Je veux pas savoir, votre téléphone ne sonnera pas. Alors évidemment, pour y arriver,
Il faut que vous vous organisiez entre vous, les collaborateurs, pour trouver comment faire en sorte que, si moi je suis pas là le lundi, toi le mardi, toi le mercredi, la boîte tourne quand même. Donc on va devoir trouver toutes sortes de micro-optimisations dans l'organisation du travail, la prise de décision, la circulation d'informations, la remontée, la mise en chauffe des machines, la réduction des temps de trajet. Il va falloir qu'on trouve des trucs pour que ça marche. Et donc, on va en fait prendre ce prétexte pour tordre le cou à la réunionite, l'avalanche de mails, tous les petits irritants d'entreprise, les conflits interpersonnels stupides, jamais résolus, etc. On va devoir tordre le cou à tous ces sujets-là pour y arriver. Et évidemment, ça va avoir une contrepartie immédiate, qui est que il y aura moins d'absentéisme, et puis il y aura une meilleure qualité des produits, et puis il y aura une meilleure qualité des relations au sein de l'entreprise, donc moins de boulot à la con pour les RH. Il y aura une meilleure satisfaction des clients à qui on va répondre plus vite avec plus de sourires. Il y aura une meilleure productivité. Bref, pour l'employeur, ça va être plein de KPI ou d'OKR qui vont s'améliorer dans tous les sens. Donc c'est très rentable pour l'employeur. Mais il y a des prérequis. Les prérequis sont simples, c'est d'abord cette notion de pacte réciproque. Moi, employeur, je vous donne 47 jours de congés payés supplémentaires par an, mais je veux que la productivité s'améliore de N%, je veux que, etc., etc. Et on observe en France, au UK, dans tout le monde développé, des augmentations de productivité. On parle de 30-40%, on parle de chiffres hallucinants en termes de relais de croissance pour les entreprises françaises. Je vais être un peu provoque, c'est très bien sur le papier, mais est-ce que c'est pas un dispositif qui peut fonctionner que sur une petite frange, bobo, ingénieur, etc. Est-ce que dans les métiers manuels, à l'usine, on peut aussi passer à la semaine de 4 jours ? On a regardé tous les secteurs, on a regardé de l'industrie, on a regardé de l'artisanat, on a regardé plein de trucs. Il y a des modalités extrêmement différentes dans des métiers très saisonniers. Oui, il va y avoir des moments de l'année où on va bosser plutôt 7 jours sur 7, mais il y en a où on va bosser 2 jours sur 7 et en moyenne ça s'équilibre. Il y a 6 ou 7 modalités un peu fixes qu'on arrive à dégager. On n'a pas trouvé aujourd'hui de secteur où c'était impossible. On a plus trouvé des personnes qui n'y tenaient pas. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien de les y forcer. Notamment, les jeunes, paradoxalement, ne sont pas ceux qui le réclament le plus. Parce que beaucoup disent, mais attendez, moi je suis là pour découvrir le monde du travail. On évoquait le côté slasher, boulimique, etc. Si tu m'empêches de bosser, si tu m'empêches de rencontrer mes collègues et de discuter avec eux, de bénéficier de leur expérience, qui me racontent des histoires à la machine à café, je me sens un peu frustré. Donc dans les entreprises qu'on a étudiées, c'est pas les jeunes qui poussent le plus. C'est plutôt les gens de la génération un peu suivante qui commencent à avoir des enfants et pour qui cet équilibre, une vie privée plus riche et une vie professionnelle dont ils ont déjà un peu fait le tour, cette question se pose un peu davantage. Kezia, finalement, il y a aussi une question de fond sur cette jeune génération qui va arriver sur le marché de l'emploi. On le demandait, est-ce qu'ils ont encore envie de bosser ? Mais est-ce que cette valeur travail, elle fait toujours rêver ? On voit les rôles modèles aujourd'hui, c'est les influenceurs, c'est TikTok. C'est, mais de l'argent facile. Aujourd'hui, se lever tous les matins, trimer pour 1600, 1700 euros, est-ce que ça fait encore rêver ? Alors, je pense qu'il faut prendre le contre-pied quand même de cette opposition. Alors, c'est-à-dire que en fait, c'est pas la première fois. Déjà dans les années 70, on avait une enquête, sur laquelle je suis tombée, en 74, qui déjà voulait instruire ce sujet-là en disant la nouvelle génération, les boomers du coup, n'ont plus le même rapport au travail, sont des fainéants, etc. Et l'étude statistique qui avait suivi l'avait démenti. Quand on regarde les études récentes, notamment là en 2018, Opinionway, qui interroge les Français sur l'importance qu'ils accordent au travail, en fait, c'est la catégorie des jeunes, des moins de 30 ans, qui le placent au plus haut niveau d'importance. Ensuite, lorsqu'on regarde qu'est-ce qui les motive, quelles sont leurs attentes vis-à-vis du travail, le premier point, c'est la rémunération. Le deuxième point, ça va être sur on a la rémunération, l'utilité, l'intérêt du travail, la rémunération, l'intérêt du travail, et puis enfin l'équilibre vie pro-perso. Donc en fait, des attentes assez classiques. Et si on en revient sur pourquoi la rémunération est en premier, c'est aussi au regard de la précarité qu'ils ont pu connaître pendant la période Covid, au démarrage de leur vie en tant que salariés dans le milieu de l'entreprise, où ils commencent par des CDD qu'ils doivent enchaîner. C'était un peu l'exemple qui était montré juste avant, assez justement. Donc, plus qu'un changement des jeunes vis-à-vis du rapport au travail, mais qu'est-ce qu'on leur offre aussi
en face. C'est ça. Donc la vraie question, en fait, ça n'est pas de savoir si les jeunes ont encore envie de bosser ou pas. Ça, c'est une certitude. Tout le monde veut travailler, tout le monde sait qu'il faut travailler. Par contre, ce qui va changer, c'est les conditions et c'est aussi peut-être l'émission qu'on fait. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de toute cette robotisation qui va arriver et qui va là, pour le coup, bouleverser nos manières de travailler. Alors, je vais un peu plus loin. Il n'y a pas de saut métier. Quand on interroge des gens qui tournent des steaks chez McDo ou qui font le ménage dans les bureaux la nuit, ils ne détestent pas leur métier. Ils détestent les clients qui les méprisent, ils détestent les chefs qui disent « moi je suis chef et toi tu fais la partie sale et moi j'ai dépassé cette partie-là ». Ils détestent ça, mais ils ne détestent pas faire leur métier. Personne ne déteste faire son métier. Et donc, oui, tout le monde a envie de bosser. Et l'intérêt, si on le fait bien, de l'intelligence artificielle, c'est de faire par des robots la partie inhumaine du travail. La partie qui ne nécessite pas de réfléchir, la partie qui nécessite de trier des papiers. Et que l'humain, même s'il est sur un poste réputé non qualifié, puisse se focaliser sur des choses intéressantes. La valeur ajoutée dans un atelier de peinture, de portière, de bagnole, c'est pas de tenir la gâchette du pistolet à peinture. Ça, c'est un robot qui le fait. C'est de savoir tellement comment fonctionnent les machines de cet atelier-là pour être capable de dire, bon là, de toute façon, au bout de 17 portières peintes en rouge, il faut qu'on arrête, parce que sinon la machine chauffe, donc on nettoie le circuit de peinture et on passe aux portières bleues. Et ça, il n'y a qu'un humain qui le sait, parce qu'il identifie des signaux faibles que l'intelligence artificielle ne sait pas encore détecter de nos jours. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études pour savoir faire ça. Il y a un tour de main humain à valoriser. Eh ben au boulot, ça sera le mot de la fin. Finalement, on a le sentiment, ça va, j'étais plutôt pessimiste avant de vous recevoir, mais on va rester très optimiste. Il va y avoir du boulot et il va y avoir de l'envie de la part des jeunes. Merci Thomas Laboré, Kezia Koyo d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On va marquer une courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la suite de votre grand JT de l'éducation. À tout de suite. De retour dans ce grand JT de l'éducation avec, on va le dire, une très belle initiative. Les 50 ans de l'association Partage, une association qui vient en aide aux enfants partout dans le monde. Pour en parler et pour parler des 50 événements qui vont ponctuer ces 50 ans, nous avons le plaisir de recevoir Yolène Guérive. Bonjour. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous, directrice générale donc, de cette association Partage. Je l'ai défini en quelques mots, mais comment vous définissez beaucoup mieux Partage ? Donc Partage, c'est une association de solidarité internationale dont l'objet est de lutter pour que tous les enfants du monde aient accès à leurs droits. Donc on va travailler à ce que tous les enfants puissent être éduqués, soignés, protégés, nourris et être entourés par leur communauté. On est dans 17 pays à travers le monde et on travaille avec 26 partenaires. Et alors concrètement, ça va être quoi la typologie d'action que vous allez mener à travers le monde ? Alors très concrètement, si je prends l'exemple du Burkina Faso, par exemple, on recevait notre partenaire pour nos 50 ans hier, notre partenaire Keogo. Et avec ce partenaire, nous accompagnons 1600 enfants qui vivent en situation de rue. Donc c'est des enfants qui se retrouvent à la rue, soit de manière temporaire, soit de manière un peu plus longue. Et il faut leur redonner confiance dans les adultes, il faut leur redonner confiance et espoir dans la vie, petit à petit, pour leur proposer à chacun un parcours de réinsertion qui va être... Chaque parcours va être différent. Voilà un exemple. Peut-être un autre exemple au Liban, où on travaille dans des quartiers très défavorisés de Beyrouth, avec notamment des enfants réfugiés qui viennent du Liban, de Syrie ou encore de Palestine. Et là, on va les accompagner à retrouver un niveau scolaire satisfaisant pour pouvoir, là encore, espérer que l'éducation puisse leur permettre d'être un tremplin pour leur avenir. Comment vous êtes structuré ? C'est des bénévoles un peu partout, il y a un bureau en France. Comment ça fonctionne un petit peu, puisque les défis dont vous parlez sont des défis colossaux aujourd'hui ? C'est des défis colossaux, c'est 244 millions d'enfants à travers le monde qui n'ont pas accès à l'école. Notre siège est à Compiègne, dans l'Oise. Ah, je connais très bien, ouais. Très belle ville. Très agréable, on a la chance d'être localisé là. On est 28 salariés au siège de l'association. À travers la France, on a 12 antennes avec 270 bénévoles en France, alors qui font parler de l'association, qui organisent des événements, j'y reviendrai certainement, qui collectent des fonds pour l'association aussi. Et les fonds qu'on collecte, c'est à peu près 10 millions d'euros chaque année, eh bien on s'assure de les envoyer dans 16 pays à travers le monde. Et là, on travaille avec des partenaires, des associations nationales, très experts de l'enfance de leur pays et de l'éducation. Et on va travailler avec eux à renforcer leurs capacités, renforcer leurs compétences, construire des projets en commun. Et on s'appuie systématiquement sur ces structures très professionnelles. C'est très important pour nous
plutôt que de déployer nous-mêmes nos actions, de s'appuyer sur une société civile très forte dans les pays d'intervention. Et ça se matérialise comment sur place? Pour rebondir un peu sur votre question, c'est-à-dire que vous parlez du Liban, c'est quoi? C'est du matériel, c'est de l'humain, c'est de l'accompagnement? Enfin, comment vous pouvez le définir en fait? Alors c'est beaucoup d'humain. Il y a du matériel évidemment. Par exemple au Liban, on a des centres d'accueil pour toutes les activités de rattrapage scolaire, mais il y a aussi beaucoup d'activités ludiques, d'art-thérapie par exemple. On met aussi à disposition des enfants des séances de psychologie, soit individuelles, soit collectives. On travaille beaucoup avec les parents aussi, alors sur par exemple des séances d'éducation positive, de parentalité positive. C'est des familles qui ont vraiment vécu énormément de violence. Donc beaucoup d'humains, des éducateurs, des professeurs, des orthopédagogues, des psychologues, des séances collectives et individuelles de travail, du matériel aussi scolaire. Typiquement, ces enfants-là, on va financer leur uniforme, financer leur matériel scolaire de rentrée, leurs livres scolaires, pour qu'ils puissent être parfaitement au même niveau que les autres enfants du pays. Au sein de l'association, quel regard vous portez sur les 50 années qui viennent de s'écouler? Est-ce qu'il y a une vision positive, on va vers le mieux, ou est-ce qu'au contraire la situation s'est dégradée pour les enfants à travers le monde? Alors, les chiffres nous montrent que la situation s'est améliorée. Il y a de plus en plus d'enfants qui vont à l'école aujourd'hui. Donc, je disais, 244 millions d'enfants aujourd'hui à travers le monde qui n'ont pas accès à l'école. En proportion, c'est plutôt moins qu'il y a encore 50 ans. L'écart aussi entre les filles et les garçons s'est resserré. On a de moins en moins d'écart entre les filles et les garçons. Donc là, on voit vraiment une évolution profonde des sociétés dans lesquelles on intervient. Toutefois, en Afrique, par exemple, en Afrique subsaharienne, c'est 98 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école. En proportion, il y a du mieux, du beaucoup mieux, mais en nombre, ça augmente, puisque la démographie est très importante. Le Covid aussi n'a pas aidé, parce qu'évidemment, des enfants ont quitté l'école, et surtout des jeunes filles n'y sont pas retournées après les fermetures d'école. Donc on va dire qu'il y a du mieux. On a quand même aussi cette Convention internationale des droits de l'enfant qui a 30 ans, qui a été une avancée énorme à travers le monde. La quasi-totalité des pays du monde l'ont ratifiée. Donc des évolutions très fortes, mais des défis qui restent immenses du fait d'inégalités croissantes. Et le Covid a encore renforcé ces inégalités-là. Le 24 juin, l'Auto Solidaire à Caen, 23 juillet, Trail Solidaire à Saint-Victor-sur-Ouche. En septembre, il y aura des défis. Ça va être quoi un peu l'idée? Il y a déjà eu beaucoup d'événements. Pendant cette année-là, vous allez un peu ponctuer de plein d'événements pour faire connaître l'association, pour récolter des fonds. C'est ça l'objectif? Tout à fait, c'est ça l'objectif. Donc 50 ans, ça se fête. On s'est dit qu'on pouvait, ça pouvait pas passer inaperçu. Comme je le disais, on a 270 bénévoles en région, 12 antennes en région. L'idée, c'était que chacun puisse mettre cet événement à l'honneur. Donc, vous en avez cité quelques-uns. Je vais ajouter un qui va se passer aussi à Compiègne, donc à notre siège, le 23 septembre. Il y a une grande vente aux enchères caritative avec notamment Charles-Élie Couture, un grand chanteur, mais qui est aussi artiste, peintre et plasticien, qui nous a fait le don d'une œuvre qui va être mise aux enchères aux côtés de 59 autres œuvres d'art. Des compétitions, des concours, une régate, des lotos, vous l'avez dit. Il y a une lecture de contes mercredi prochain en Isère, à Saint-Égrève. Donc c'est du culturel, du sportif. En tout cas, c'est des événements de rencontres où on peut aller à la rencontre de l'association, à la rencontre de nos bénévoles, à la rencontre de nos salariés, à la rencontre de nos partenaires, puisque du coup, on avait jusque samedi notre partenaire du Burkina dont j'ai parlé. On va recevoir aussi notre partenaire du Liban, un autre partenaire d'Haïti qui sera en Vendée en décembre et un partenaire du Bénin qui sera à Lyon le 14 octobre. Et tous ces événements sont publics, ouverts au public. Si vous voulez venir découvrir Partage, vous êtes les bienvenus. Ça peut être l'occasion de nous soutenir, mais rien que la présence, ça permet aussi... Ça fait déjà beaucoup. Ça fait beaucoup, ça montre... c'est déjà lutter contre l'indifférence et c'est très important pour nous. Vous parliez de Compiègne, où il y a l'Université de technologie de Compiègne, que je connais extrêmement bien, des étudiants... Qui fête ses 50 ans aussi. Qui fête ses 50 ans, j'espère qu'il y aura des choses en commun. Et justement, c'est une vraie question. Vous avez là pas mal d'étudiants. Comment vous faites en sorte de mobiliser les enfants, et puis les vieux enfants que sont les étudiants, autour des actions que vous menez ici en France? Alors, on a un gros pan de notre activité qu'on appelle éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Donc on intervient dans des écoles maternelles, des écoles primaires, dans des collèges, des lycées et jusque dans des filières professionnelles ou technologiques.
Donc là, on va intervenir, c'est vraiment de différentes manières, mais si je prends l'exemple le plus récent, donc là, on travaille avec 3000 enfants en France, mais aussi en Égypte, au Bénin ou encore au Cambodge. Et ces enfants vont monter des projets en commun. Tout se passe par visio, les professeurs de part et d'autre sont organisés. Et nous, on va les accompagner à monter des projets en commun. Donc si je prends l'exemple, là, on a une école de Montpellier qui a travaillé avec une école de Sako au Bénin. Et ils ont monté un projet pour sensibiliser leurs parents, les autres élèves, les autres enfants à l'égalité entre les filles et les garçons. Donc au Bénin, ils ont organisé un tournoi de foot mixte, par exemple, et puis ils ont fait un grand défilé dans la ville. Et à Montpellier, ils ont organisé tout un vernissage d'œuvres que les enfants, c'est des enfants de 6e, ont réalisé, qu'ils ont présenté à leurs camarades. Et c'est l'occasion, du coup, d'un échange très horizontal entre des enfants d'ici et d'ailleurs, où c'est pas l'enfant français qui va aider l'enfant béninois, mais où chacun va contribuer à la construction d'un projet en commun. Et on est persuadé que ça, c'est des approches qui peuvent contribuer à la paix à travers le monde. Guillaume Burin, et à grandir surtout, en fait, à faire grandir aussi chacun, cet concept de mixité, qu'un enfant de Montpellier rencontre quelqu'un du Bénin, effectivement, ça permet de grandir. Comment ça se passe justement ces rencontres? Vous avez un peu des retours déjà On a des retours incroyables. Là, alors, si je prends l'exemple de ces enfants de 6e de Montpellier, j'en discutais avec mon collègue hier qui est en charge d'animer, d'organiser tout ça, aux côtés de nos bénévoles. C'est nos bénévoles qui organisent ces actions. Ils sont souvent issus de l'éducation nationale, souvent des professeurs, d'anciens professeurs qui ont envie d'investir leur énergie dans la solidarité internationale et qui interviennent dans les écoles. Si par hasard, derrière l'écran, il y avait des instituteurs, des professeurs qui voulaient mettre leur énergie au service de ce type de projet, qu'ils n'hésitent pas à nous faire appel. Et donc ces enfants, par exemple, là en 6e, alors au moins 2 choses. Déjà, la fierté de pouvoir exposer leurs œuvres. Ils ont fait des affiches magnifiques pour essayer de déconstruire les clichés. Donc les autres élèves, y compris des plus grands, qui viennent les voir, qui leur posent des questions sur le sujet, ils ont vraiment fait tout un travail de recherche assez approfondi autour des clichés et de comment on les déconstruit. Donc déjà une grande fierté, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et puis d'autres retours, que ce soit ici ou ailleurs, aussi où des enfants peuvent exprimer leur talent au travers de ce type de projet, là où peut-être ils sont moins à l'aise dans des matières plus classiques. Donc ça leur permet aussi, ça permet aussi des révélations dans les classes où on intervient. Voilà un exemple. Les 50 ans de l'association Partage avec les enfants du monde, ça a déjà commencé, ça continue. Partage.org pour avoir toutes les informations, toutes les prochaines dates. Merci beaucoup Yolène Guéris d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon retour à Compiègne, dans l'Oise. Tout de suite, c'est Guillaume qui continue à nous faire voyager puisque nous partons du côté du Japon pour sourire. Vous allez voir. Alors Guillaume, j'attendais cette chronique avec impatience, puisque vous allez nous apprendre à sourire. Moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, et il y a des cours pour ça. Oui, effectivement. Souriez. Non, ça ne marche pas. Pourtant, ça ne marche pas, vous me demander, ça me gêne. Pourtant, vous êtes filmé. Allez, plus sérieusement, je vous emmène au Japon, car après plus de 3 ans de pandémie de Covid, le pays du soleil levant vient officiellement d'abaisser son niveau de vigilance face au virus. De ce fait, la population va pouvoir retrouver une vie plus normale et notamment enlever son masque. Et pour les aider à se découvrir, l'entreprise donne des cours de sourire. Ça n'est pas une blague. Elle se nomme Egai Oku, pardon pour mon japonais, qui se traduit littéralement par école du sourire. Alors ces cours doivent, par exemple, aider les personnes âgées à enfin retirer leur masque, parce qu'au Japon, une très grande majorité de la population a besoin tout simplement de garder son masque et d'avoir ce visage couvert. Ce n'est pas forcément par peur du virus, mais tout simplement par peur du qu'en dira-t-on ? Alors il y a une très forte pression sociale dans le pays et les personnes qui auraient envie de retirer leur masque ont peur tout simplement de se faire remarquer, que ce soit au travail, que ce soit à l'école ou tout simplement dans leur collège. Se cacher derrière le masque est devenu rassurant. Les jeunes d'ailleurs disent parfois que c'est devenu la culotte du visage. Rien que ça. Et oui, rien que ça. Bon, je ne mettrai pas de culotte sur mon visage pour ma part. Et les élèves sont d'ailleurs à la plupart des vendeurs ou encore des jeunes qui vont passer des entretiens d'embauche. Cacher cette bouche que je ne saurais voir. Comment ça va se dérouler concrètement ces cours de sourire ? Alors, déjà, l'heure en tête-à-tête coûte 51 €. En classe, tout le monde est assis sur une chaise. Vous avez un miroir à la main et doucement, vous retirez votre masque en public. Et on fait travailler les zygomatiques. Les élèves mettent notamment une paille dans la bouche,
entre les dents pour essayer de réveiller un peu leur visage. On voit des vidéos également hein, où on les voit un petit peu se crisper, se sourire. Notamment, la professeure disait que c'était la bouche. Ensuite, on montait au niveau des pommettes, ensuite au niveau du visage et ensuite au niveau des yeux. On reconstruit tout. C'est exactement ça. On peut pas juste sourire avec les yeux comme ça. Non, c'est très technique. Non, il faut montrer les dents. Les dents, Non, ah ouais. C'est pour ça. Tout à l'heure, on réessaiera peut-être plus tard. On réessaiera, il manquait les dents. Exactement, il manquait les dents. Alors l'idée, c'est tout simplement de redonner confiance. Bon, je sais que vous avez confiance en vous, hein, ça, on le sait. Et donc, cette école du sourire, elle ne risque pas de fermer. Il y a de plus en plus de demandes. Par exemple, dans les sociétés, il y a des cours pour que les salariés se sourient davantage entre eux, ce qui est bon pour la productivité. Alors, Egayoku forme aussi des spécialistes du sourire avec un diplôme dédié. D'ailleurs, si vous souhaitez peut-être devenir professeur de sourire, sait-on jamais, il faut partir déjà au Japon. Bon, ça, c'est un premier voyage à faire. Et puis, comptez plusieurs semaines de formation. Un budget, 88 000 yens de scolarité. En gros, ça équivaut à 600 € en France. Et ben voilà, c'est pas mal. On se rappelle que sur TikTok, il y avait une tendance pendant le confinement où les gens montraient ce qu'ils faisaient sous leur masque et notamment quand ils étaient énervés, ils faisaient des petites grimaces. Exactement. Mais maintenant, on ne peut plus. Non, on les fait naturellement, c'est mieux. Ben voilà, oui. Et on sourit. Et on sourit surtout. Vous avez un très beau sourire. Hein. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. On va tout de suite passer à Souvenir d'écolier avec Malika Ménard qui va nous rappeler des bons souvenirs de la Star Academy avec Stanislas. Ne partez pas sans moi. C'est tout de suite, c'est Malika. C'était quel genre d'élève à l'école primaire? Moi, j'avais une petite tête d'ange. Et donc, du coup, quand je faisais des bêtises, parce que ça m'arrivait d'avoir des copains qui faisaient des bêtises et je suis toujours pas moi, c'est les copains. Je suis toujours le premier et je les regardais, je dis mais j'ai rien fait moi. Franchement, j'ai rien fait et non. En et vrai, ils restaient tes amis les autres? Hein? Quand tu te désolidarisais, ils restaient tes potes les autres? Ouais, parce que souvent ça nous sauvait pas mal et du coup le fait que moi je dise ça en premier, elle disait bon allez-y, c'est bon et elle oubliait mais non, j'étais quelqu'un j'ai toujours comment dire, j'ai toujours travaillé parce que j'ai ce sens du travail aussi. Et même quand des fois j'avais des difficultés en cours, je ne m'arrêtais pas, j'essayais de trouver la solution. Mais j'ai eu la chance de faire beaucoup de sport et de commencer la danse à 9 ans. Et dans les années lycée, d'avoir un lycée qui mettait en avant les pratiques sportives énormément. Donc j'ai fait 3 ans de cirque avec mon lycée. Ah oui. Exactement. Et ils avaient nombre d'autres options. Donc je faisais du cirque et de la danse avec mon lycée. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé dans... Ça t'a canalisé, en fait. Ouais, exactement. Je suis un peu un hyperactif, donc ça me canalisait beaucoup et ça me permet d'être assez tranquille en cours. En fait, ça te canalisait. Ouais, exactement. En fait, j'ai eu la chance dans mon lycée d'avoir un lycée qui mettait beaucoup les pratiques physiques et donc le sport en avant. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de faire 3 ans de cirque avec mon lycée, ce qui m'a aidé pour le bac, ce qui m'a aidé pour beaucoup de choses et ce qui me canalisait dans les cours à suivre. Donc, je faisais de la danse et du cirque en plus de mes cours au lycée. Et tu avais des amis avec toi qui faisaient Ouais, alors en fait, on avait C'est pas banal, quoi. Non, bien sûr. C'est un des seuls lycées en France. Je crois qu'il y a 2 lycées en France à faire ça. C'est la première fois que j'entends ça, moi. Et j'étais ravi, puisqu'en fait, ça correspondait typiquement à qui je suis, quelqu'un qui aime découvrir des choses. Et en faisant du cirque, j'ai découvert plein de trucs, plein de disciplines différentes, le jonglage, le clown et autres. Et non, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Tu as gardé des contacts avec tes amis de l'époque? Oui. Alors, il y en a qui ont pris des branches totalement différentes, mais il y en a qui sont devenus maintenant, qui sont dans la cybersécurité, ce genre de choses, oui. Et qui sont toujours très sportifs. Mais ouais, c'était vraiment une super classe. On avait des classes spécialisées, on avait une classe spécialisée. Donc en fait, tout au long des années lycée, on s'est suivis. Après, au bac, à l'époque, c'était ça, puisque maintenant, le bac, il a changé. Mais on avait des branches ES, L, S. Et on se retrouvait en fonction de qui avait choisi quoi. Tous les gens du cirque se retrouvaient dans les mêmes classes, donc on s'est suivis. Ceux qui ont fait du cirque, ils ont suivi aussi des branches artistiques aujourd'hui? Oui, il y en a quelques-uns qui bossent au Cirque du Soleil. Énorme. Et ouais, donc c'est vraiment... ouais, c'est vraiment... ils sont restés dans le cirque. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Une révélation. Ouais, exactement. Il y en a qui ont fait leur métier. Il y en a qui sont maintenant aussi sur Paris, qui font du théâtre, mais qui continuent le cirque. Enfin, voilà, on savait qu'on était tous... menés en tout cas à vouloir être dans la branche artistique, donc ouais, ça a créé de belles révélations. Si je te demande un souvenir d'écolier précis, le premier qui te revient à te remémorer? Une anecdote ou un souvenir? Ouais. Une anecdote ça peut être triste, drôle ou un moment clé. Un jour, ok, je vais raconter ça. Un jour, on arrivait à la période du bac
Et cours de philo, on avait une prof qui nous expliquait les choses, mais qui voulait jamais noter au tableau, et donc du coup, on ne pouvait pas prendre de notes. Ok. Donc déjà, c'était un peu embêtant. Et les gens ne suivaient pas trop. Et vous Dans n'aviez le- pas de notes. Oui, exactement. Donc les gens ont décroché. C'est-à-dire qu'elle parlait, mais les gens, des fois, décrochaient beaucoup et n'écoutaient pas. Et un jour, moi, j'ai pris... bon, c'est pas à refaire, c'est pas bien, mais comme on approchait à la période du bac, j'ai pris mon sac et je suis parti. Elle me dit, bah, vous faites quoi? Je dis, bah, je vais travailler en permanence, puisque du coup, bah, vous notez pas, moi, je peux pas noter, donc je vais... Et donc, du coup... Tout le monde on est s'est- parti. Ouais, en fait, tout le monde m'a suivi. Mais du coup, en fait, on s'est retrouvés, cette histoire se termine bien, on s'est retrouvés avec la CPE à discuter en lui expliquant le problème. Et du coup, je pense que c'était 1 mois avant le bac ou même 3 semaines, elle a fait des diapos, on a pu noter et on a Bah, pu... en fait, tu as sauvé toute une classe, quoi. Ouais, peut-être, on peut dire ça. Mais il fallait avoir du cran pour le faire. Et Et je tu as me eu suis une dit, bonne bon, note après en philo au bac? oui. Je sais plus combien j'ai eu. J'ai eu mon bac, je vais pas mentir, mais j'ai eu mon bac ras des pâquerettes. Je l'ai eu. Et ma mère et je remercie mes parents pour ça, ils m'ont toujours dit, on ne demande pas la lune, on ne demande pas à ce que tu aies un très bien au bac, juste que tu l'aies. Et je pense que cette vision aussi de mes parents, de ne pas me mettre trop de pression, mais juste au moins de leur dire, ok, j'ai eu mon bac, parce que moi je voulais faire des écoles de danse, etc. Mais je remercie mes parents pour m'avoir poussé à avoir mon bac, parce que c'est aussi important d'avoir son bac. Donc voilà. Tu avais une matière préférée? Oui, le cirque, le sport. Et après, non, ouais, si, bah, vraiment le sport. Moi, j'étais vraiment un très grand sportif. Donc, le cirque, ça comptait aussi pour le bac. Donc, c'était une option. Donc, ouais, c'était vraiment ma matière favorite. Et après, ouais, non, si, ouais, c'est ça. Et si, j'aimais bien les SVT. Les SVT et la physique-chimie. Est-ce qu'à l'inverse, il y avait une matière que tu détestais, la matière cauchemar? Ma matière cauchemar, bah, je dirais la philo. Et comme j'étais en ES, pourtant, l'économique et sociale. C'était horrible. C'est vrai? Ouais. Mais j'ai fait C'est bac un gros ES. coefficient, quoi, donc c'est Ouais. un peu dommage. Ça veut dire que tu as dû être obligé de Ouais, il y a carburer des sur trucs que les je autres. comprenais, il y a des trucs que je comprenais pas, mais ce bac-là, c'était vraiment un bac où il fallait être bon partout parce que les coefs étaient vraiment. Donc je Ouais, pouvais c'est me rigolo, permettre ouais. d'être bon dans d'autres matières et d'être un peu moins bon en économique et social. Du coup. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Stanislas Soufois-Rittner pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain! Merci beaucoup Malika, merci beaucoup Stanislas. Avec l'œil rieur et pétillant, on vous retrouve demain, mais sans plus tarder, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Monsieur le ministre, il y a aussi le problème des violences. Selon le rapport de l'UNICEF, en France, tous les 5 jours, un enfant est tué par l'un de ses parents. Comment faire face à cette maltraitance? Alors, c'est le rapport de l'UNICEF, et puis c'est même un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. C'était quand je suis arrivé, quand j'ai été nommé en janvier 2019, je suis rentré dans mon bureau. C'était le rapport m'attendait sur mon bureau. Et je peux même vous dire que c'est même un enfant tous les 4 jours qui meurt sous les coups de ses parents, parce que dans le chiffre de 1 sur 5, on ne tient pas compte les néonaticides et puis les syndromes de bébé secoué, non décelés, etc. Donc c'est un enfant tous les 4 jours. Alors, comment faire Bon, il y a un problème global de violence faites sur les enfants dans ce pays, de toute nature. Les violences les plus, j'allais dire, il n'y a pas de hiérarchie, on voit bien, mais ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, c'est la petite fessée, petite baffe, ça fait pas de mal. Bon. Donc contre ça, il y a une loi qui a été votée en 2018 pour interdire les violences éducatives ordinaires, ce qu'on a appelé la loi anti-fessée. On s'est beaucoup fichu de nous à l'époque. On est un des derniers pays en Europe à avoir adopté ce genre de législation. Mais c'est rappelé dans le Code civil, c'est rappelé quand vous vous mariez à la mairie, que en fait, l'éducation d'un enfant se fait sans violence, qu'elle soit physique ou psychologique. Voilà. Et c'est, à un moment, la loi est là pour marquer des normes sociales. Voilà. Et je pense qu'il y a 10 ans, quand il y avait un môme qui se prenait une baffe dans un supermarché, personne ne bougeait. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se passe. Il y a 5 personnes qui vont venir voir pour dire aux parents, c'est pas comme ça qu'on fait. François Bayrou pourrait plus faire la petite remontrance qu'il avait fait à l'époque. Peut-être pas, effectivement. Donc ça, c'est une première chose. Il y a ensuite les violences sexuelles, qui sont un drame dans notre pays, avec la question de l'inceste. Mais l'inceste n'est pas... La famille est effectivement l'endroit où se passe le plus, où le plus de violences sexuelles se produisent. Mais il y a aussi d'autres milieux. Les institutions, les proches, qu'il ne faut pas omettre. Bon, là-dessus, il y a eu un certain nombre de mesures, vous les avez rappelées brièvement dans le pacte pour l'enfance, je vous remercie,
d'avoir restitué ça. Effectivement, la question des luttes contre les violences, et notamment les violences sexuelles, ça a été un des pans importants de l'action que nous avons menée, avec notamment les contrôles des antécédents judiciaires des personnes qui travaillent auprès des enfants, avec le traitement d'un certain nombre de sujets assez nouveaux. Je pense à la question de la prostitution des mineurs, parce que nous avons élaboré le premier plan de lutte contre la prostitution des mineurs, qui est un sujet à peine émergent. Bref, un plan de lutte contre les violences qui va se poursuivre, puisque j'ai compris, elle l'a annoncé que la secrétaire d'État à l'enfance était en train de préparer le plan qui allait suivre. Je crois que des annonces seront faites à la rentrée. Et puis par ailleurs, j'avais créé la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, coprésidée par le juge Édouard Durand et Nathalie Mathieu, qui avait pour objectif d'écouter la parole des victimes. Ils ont fait un travail formidable à cet égard, d'essayer d'objectiver un petit peu ces violences et puis de formuler un certain nombre de préconisations. C'est ce que vous observez aussi, Marine, du côté de Welcome to the Jungle. Je rappelle que c'est une plateforme qui est multifacette parce que vous êtes d'abord une plateforme qui aide les employeurs, les marques, les grands groupes et les PME et les startups aussi à travailler ce qu'on appelle la marque employeur, leur attractivité auprès des candidats et des talents à venir. Vous êtes aussi plateforme de recrutement et médias puisque vous analysez littéralement toutes les tendances sociétales, les changements du monde du travail. Ces grandes entreprises qui n'attirent plus, donc c'est aussi un phénomène que vous observez de très près. On observe que finalement, cette nouvelle génération, elle a une motivation au travail qui est étroitement liée au sens en fait, que le collaborateur peut trouver dans son rôle en fait, au quotidien. Donc, c'est la matérialisation finalement, des enjeux de RSE, d'écologie, d'impact. Et je pense que cette génération-là a besoin, dans son process de recrutement, également dans sa vie de collaborateur, d'avoir de la transparence, de la simplicité, et justement, voilà, on parlait de flexibilité aussi, complètement, ça fait vraiment partie des attentes qu'on observe quand on discute avec des candidats au quotidien chez Welcome. Ça veut dire quoi concrètement, Marine, que dit comme ça, on a l'impression que c'est aux recruteurs de se mettre à la page par rapport à ces talents qui arrivent et qui déboulent et qui changent le monde du travail en termes de valeurs, en termes d'éthique, en termes aussi de pratiques quotidiennes. On est plus prêt à sacrifier sa vie pro j'allais dire au bénéfice, mais non, justement, on ne veut pas sacrifier sa vie perso par rapport à sa vie pro. Oui, je pense qu'en fait, il est du devoir des entreprises de se remettre en question et d'établir aussi un dialogue avec les candidats, comprendre leurs motivations et savoir y répondre. Tout à l'heure, Cyriac parlait de flexibilité. C'est aussi un point que j'observe, c'est-à-dire que ce sont des candidats qui ont envie de découvrir plusieurs expériences dans leur vie professionnelle, de se réinventer du défi et de s'investir finalement sur des missions différentes. Donc c'est pour ça qu'on parle de plus en plus aussi du freelance aujourd'hui, je pense. Donc vraiment, cette convention s'applique de la même façon. Je veux vous la montrer en couleur. Génial, c'est très pédagogique. Donc ça fait partie des supports effectivement que nous allons notamment distribuer dans les écoles, Amis des droits de l'enfant, pour montrer aux enfants et aux adultes également ce qu'est cette convention. Donc ce sont vraiment... Il n'y a pas 54 cases parce que vous avez rangé toutes les thématiques fonctionnement de la convention à la fin du 43 au 50e ne sont pas les plus passionnants. Exact. Mais pour le reste, il y a une case et une activité. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Les mêmes droits pour tous, l'intérêt supérieur, etc. Exactement. Donc on est vraiment sur des enjeux qui sont similaires évidemment à travers le monde. Ces enjeux vont être plus ou moins marqués en fonction de là où l'enfant vit, etc. Et donc en France, on va avoir des thématiques très fortes en lien avec la pauvreté. Par exemple, en ce moment, c'est un de nos chevals de bataille de dire comment est-ce qu'on peut prendre en charge et comment est-ce qu'on peut lutter contre la pauvreté des enfants en France. On va également avoir toutes ces notions de bien-être, de participation, d'écoute qui sont aussi au cœur de nos actions. Donc on a énormément de sujets, évidemment les enfants migrants. L'actualité dramatique nous met encore cela évidemment en avant ces derniers jours. Donc on a de multiples sujets, mais vraiment il faut comprendre qu'on est sur une appropriation nécessaire de cette convention par les adultes et les enfants. Et souvent, quand on parle de cette convention, on nous dit oui, mais les enfants, ils ont aussi des devoirs. Alors que là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est sur les droits fondamentaux. On est sur la différence, en fait, entre les désirs
et ce qui va être le besoin de l'enfant. Donc là, on est vraiment uniquement sur son besoin. Il a besoin d'être protégé, il a besoin de manger. Est-ce qu'on se verrait refuser un verre d'eau à un enfant qui a soif? Non, c'est un droit fondamental. Ah si, il s'est mal comporté avant, si, bien sûr. Peut-être un verre de Fanta ou un verre d'un soda. Non, mais ça, c'est pas bien. Voilà, on pourrait lui refuser Bien en sûr. disant là, par contre, pour l'instant, tu n'y as pas droit. Par contre, ses droits fondamentaux, c'est d'avoir accès à de la nourriture. Et ce sont des droits qui sont évidemment indiscutables. Vous parliez des enfants déracinés. Je donne quand même le chiffre, puisqu'en 2021, plus de 36 millions de filles et de garçons sont en mouvement à travers le monde. C'est le plus grand nombre jamais enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale. Et dans ces 36 millions, c'est plus de 36 millions, il y a 13,7 millions d'enfants réfugiés et demandeurs d'asile, et pas loin de 23 millions d'enfants déplacés à l'intérieur de leur pays. Alors bon, ça, et donc avec un certain nombre d'entre eux qui d'ailleurs arrivent en France. Oui, tout à fait, et qui arrivent souvent seuls et qui doivent être pris en charge comme des mineurs non accompagnés, et dans une prise en charge qui est vraiment particulière et qui doit être tout à fait respectueuse de cette convention. Le fait de se dire qu'on va tous avoir 6 à 9 métiers différents dans nos carrières, changer de secteur, changer aussi de savoir-faire et de savoir-être en fonction de ces carrières, multiples carrières qu'on va pouvoir embrasser, c'est la génération de l'agilité par rapport au travail avant tout. Exactement. Pour moi, vous parliez à l'instant d'avoir plusieurs métiers dans une même vie, mais aujourd'hui, on observe même le fait d'avoir plusieurs métiers en même temps. Le phénomène du slashing, de dire le matin, j'ai envie d'être digital nomade, et l'après-midi, aller bosser dans un bar parce que ça m'éclate d'aller bosser dans un bar. On le voit de plus en plus apparaître. Marine parlait à l'instant de flexibilité et d'agilité. Le problème de cette génération, c'est qu'aujourd'hui, cette agilité, cette flexibilité, c'est un jeu d'équilibriste, parce qu'on dit d'un côté, je veux être flexible sur mes horaires, mais je veux retourner au travail, mais pas totalement, je veux un peu de télétravail, mais à quel point je veux du télétravail? En fait, on arrive dans un cercle vicieux pour les entreprises, où on cherche cet équilibre en permanence pour répondre aux attentes de la génération, et on ne le trouve pas, cet équilibre aujourd'hui. Personne ne le trouve, parce que c'est en permanence un changement. Et pour rebondir sur les besoins de cette génération, il y a aussi un besoin d'immédiateté, où je change, et c'est un peu la génération TikTok, on en parle beaucoup, mais les besoins changent, les avis changent, les modes changent, et l'entreprise doit s'adapter immédiatement pour être sûr de ne pas être délaissé par les candidats. Sauf que c'est hyper compliqué de jouer à ce jeu d'équilibriste dont vous nous parlez, Célia, quand on est un grand groupe qui a une véritable force d'inertie pour réussir à être agile, pour justement pouvoir s'adapter en fonction des desiderata de ses talents. Il faut du temps, ça ne se fait pas en un claquement de doigts ou en un swipe. Ah, exactement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises investissent. On voit les métiers de transformation RH qui prennent de plus en plus de place, et on n'est plus seulement sur des plans de restructuration, mais on va vraiment beaucoup plus loin. Et on accompagne, moi typiquement avec Grads, mon objectif, c'est d'accompagner ces entreprises pour les aider à bouger, parce que effectivement, l'inertie d'un grand groupe, c'est difficile, c'est difficile à faire bouger. Par contre, quand on a un intervenant externe qui vient et qui nous accompagne pour dire ça va pas, et ça, tu peux le faire comme ça, avec le temps et l'énergie pour le faire, et dans ce cas-là, on arrive à faire bouger les choses. Mais effectivement, comme toute transformation d'un grand groupe, ça prend énormément de temps. Un chasseur. Un chasseur. Sachant chasser. Sachant chasser. Sans son chien. Sans son chien. Est un bon chasseur. Est un bon chasseur. Allez maintenant tous ensemble. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Un chasseur. Oui. Sans chasser. Sans chien. Et un bon chasseur. Ouais, tu as presque réussi. Maintenant, les chaussettes. Les chaussettes. De l'archiduchesse. Et l'archiduchesse. Sont-elles sèches? Sont-elles sèches? Ou archi-sèches? Les chaussettes. Attends, je vais te le redire moi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? À vous. Comment à moi? À vous. Allez. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Mais bravo. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demanda un jour au tapissier qui tapissait: vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? Oui, moi je dis que 16 sèches. C'est dur, plus dur. C'est dur. Et vous vous êtes gardé parce que le pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demande un jour au tapissier qui tapissait, c'est facile, si je puis me permettre. Oh là là, bravo. Vous faites les sèches... 16 chaises sèches. Ouais, faut le dire lentement quand même. Ça s'appelle des vire-langues ou des fourches-langues. Vous pouvez y jouer pendant la récré ou à d'autres moments. C'est assez sympathique, on en trouve plein sur Internet. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT de l'éducation. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous. Merci Guillaume. Alors essayez de nous montrer la bonne manière de sourire.
Ah, bah c'est très bien. C'est très naturel, c'est très naturel. Moi, ça ne l'est toujours pas. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Angèle Jean-Girard, au son Thibaut Goury-Lafont, au make-up Taï Sayad, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Demain, vous retrouverez évidemment Virginie Guillaume ici. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou une très bonne journée, ça dépend de quand vous nous consommez. Et à très bientôt.